tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog et je vais vous parler d'un livre que je pensais que j'avais chroniqué parce qu'en fait en regardant mes fichiers je me suis rendu compte que j'avais deux vidéos de deux livres en fait et c'est vrai que je me suis rappelé que je voulais faire des vidéos un peu spéciales dans le sens où ben, je lisais du tome 1 au tome 3 en général d'une série tout simplement et qu'ensuite ben, je vais la chroniquer en petit bout par petit bout. Sauf que je me suis pas un petit peu emballée, mais un peu, disons que la série auquel que là je vais, pas la série, mais au moins le tome 1 déjà auquel je vais vous parler, et ben en fait j'ai voulu la lire avec une connaissance, sauf que cette connaissance, autant elle a dévoré le tome 1, autant le tome 2, elle a toujours pas lu depuis un mois, un an, et donc du coup le tome 3, ben je pense que vous l'avez vu dans les nombreuses pales, bah c'est toujours pas lu. Voilà, bref. Mais bon, du coup, je me suis dit que j'allais retourner cette vidéo et surtout que bon, je vais pas faire de vidéo spéciale à moins que vraiment je dévore, mais vu que pour le moment, je n'arrive pas à dévorer entièrement une série, pour le moment, c'est ben, je lis ça, ensuite je lis ça, donc je vogue à droite et à gauche, du coup, j'arrive pas à lire et à finir une série complètement. Bref, du coup, je vais vous parler de Démonica. Alors, j'essaie de faire ça bien en plus. J'ai même essayé de post-iter. Et je vous avoue que les post-it, c'est vraiment pas quelque chose de naturel. Quand c'est pas naturel, je dirais pas qu'il faut pas se forcer, mais comme j'ai essayé, c'est pas naturel pour moi de le mettre. Je me rends pas forcément compte que est-ce que c'est bien ou pas bien. Du coup, voilà. Ce que je veux plus dire, c'est surtout que quand je vois que les gens ils notent, ils mettent des beaux post-it avec souvent en plus en corrélation avec la couverture. En vrai, le principe, il est juste incroyable et génial. Mais pour le moment, j'ai un code couleur avec du coup des couleurs, on va dire, très basiques de post-it. Et j'ai beaucoup de mal à me dire, bah tiens, ce moment-là, il est drôle, machin chose. Soit parce que des fois, la première lecture, ça me paraît pas drôle. Ou parce que, ben, voilà, je pense pas forcément à le faire. J'ai essayé sur Demonica parce que c'est une relecture. Alors je l'ai lu une fois, sur il y a très très longtemps, j'en parlerai après. Et j'essaie de réessayer beaucoup plus tard, au moins deux ou trois fois. Et en fait, comme c'est un livre que j'ai déjà lu, chaque fois mon cerveau disait bah tu l'as déjà lu, va lire autre chose. Donc du coup, ça fait que les nombreuses relectures que j'ai tentées n'ont jamais été jusqu'au bout. Mais cette fois-ci, j'ai réussi. J'ai été jusqu'au bout, donc je suis très contente. Et je vous avoue que ça m'a permis un petit peu de me remémorer parce que ce livre, comme vous le voyez, il est vieux, il est très très vieux. Je peux vous montrer qu'un peu qu'il est beugné à droite et à gauche. Et en fait, c'est tout simplement parce que ce livre, je l'ai acheté littéralement à sa sortie, c'est-à-dire en 2012. Donc littéralement, quand j'entrais au lycée. Voilà, c'est quand je suis entrée au lycée, je me souviens encore de sortir de la gare, d'aller dans une librairie qui était vraiment pas loin, d'avoir vu ces livres et en fait ils vendaient non, ils mettaient à disposition, encore à ce moment-là, il y avait encore à disposition des brochures, des petites brochures où du coup il y avait du coup les premiers chapitres dedans. Et j'avais demandé de l'argent à mes parents et je me suis donc acheté ce livre et je l'ai du coup gardé depuis. Ainsi que le tome 2 bien évidemment parce qu'à ce moment-là en fait le tome 1 et le tome 2 étaient sortis en même temps. Pour vous dire voilà hop c'est les rares livres où bah, plus d'acheter vieux à leur sortie plus ils n'ont pas en fait toute la sortie ou toute la collection qui est derrière. Donc ce livre est vraiment vieux, il est jaune. Il a pris ben, le temps, donc je vous avoue que ça me rend d'un côté nostalgique, entre guillemets, parce que ça me fait penser juste à ma vraie première lecture, parce qu'avant ça, je lisais déjà de Poe, mais mes parents ne lisaient pas du tout. Du coup, j'étais presque un peu de l'anomalie parce que j'étais la seule à lire. Surtout que quand je lisais, avant, je dévorais des livres, mais ma mère m'engueulait souvent. Comme quoi, bah, la lecture, ça se fait que le soir. Que je dois faire autre chose la journée, machin, ce genre de choses. Mais enfin, elle m'a souvent mis de mauvaises idées, ce qui fait que souvent, ben, quand je lisais, j'essayais de lire en journée, j'avais en fait ces mots en tête qui me bloquaient. Donc maintenant, bon, ça va, j'ai quand même plus de facilité maintenant. C'est bon, j'ai bientôt 30 ans, je peux être tranquille. Mais bon, voilà, bref, en dehors de ça, du coup, ça m'a fait du bien parce que je me rends compte que ce livre n'est pas parfait. Ça a resté quand même un coup de cœur parce que bon, c'est mon premier livre. Du coup, il y a le mot nostalgie qui vient et qui du coup vient vraiment balayer tous les sentiments, tout, comment dire ça, je sais pas le mot exact, mais vraiment genre un avis objectif, voilà. Ça vient du coup mettre un petit peu je trouve pas mes mots, c'est incroyable. Mais bon.
Du coup, ça vient, voilà, un peu biaiser mon avis, entre guillemets. Et j'étais très contente de revenir aux sources, de revenir à la plume de Larissa Young et de, du coup, redécouvrir la romance qu'il y a eu entre Tyla et Dolon, qui est du coup le couple de cette série. C'est aussi cette série qui m'a donc fait découvrir la collection Billit, le principe du Billit qui est plus de la romance paranormale, même si disent ah c'est du Billit. C'est comme New Romance, je crois que normalement c'est censé être une collection et pas un genre. C'est de la romance paranormale, donc bon voilà. Et surtout c'est ce qui m'a aussi donné l'amour des tomes compagnons. Voilà, donc c'est le fait d'avoir une très grande série donc un univers, donc l'univers d'Emonica. Et chaque tome a du coup son couple. Après, il peut avoir un fil conducteur entre les livres, mais en général, souvent, c'est un tome à son personnage, ses intrigues, et puis voilà. En plus, à la base, Demonica, c'est une trilogie, et ça se sent à la fin du troisième que il y a deux personnages un peu qui arrivent en mode coucou, nous voilà, on existe. Donc je dis bah merde, comment ça? Ça c'est comme amené d'une bonne manière, mais bon. Bref, je divague, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Donc du coup, quand même, je parle de ce livre. Alors donc ça parle de Tyla Eidolon. Donc Eidolon, en fait, c'est un médecin. Donc dans Démonica, c'est un monde avec vampires, démons, ce genre de choses. On apprendra aussi plus tard qu'il y a des anges, qu'il y avait de l'apocalypse. Et donc Eidolon est un médecin, il a créé dans New York un hôpital spécial pour démons. Et ils sont actuellement traqués par, alors moi je dis l'Aegis, il y en a qui disent l'Aegis, mais moi je dis Aegis, et donc par l'Aegis qui techniquement chasse les démons. Alors c'est une entreprise. C'est du coup des chasseurs qui ne cherchent pas. Ils voient un démon, gentil, méchant, on en a rien à secouer, c'est un démon, donc de toute façon un démon est méchant par nature, donc on le bute. Et du coup, donc ce docteur a d'autres frères, et donc fait partie de l'espèce des Séminus. Donc c'est pas des succubes, mais c'est la partie des démons sexuels. Et à partir de 100 ans, quand ils ont la sgénésis, en fait leur corps change et ils vont en fait. Il y a deux solutions. Soit ils tombent dans la folie et ils sautent tout ce qui bouge. Soit ils arrivent à trouver en fait une partenaire. Donc en général, il y a aussi tout un système avec les tatouages. Et tatouages justement de mariage, je crois que ça fait une bande au cou et ce qui veut dire qu'ils sont mariés. Donc du coup, ils ne deviennent pas fous, ils sont juste entre guillemets scellés et emprisonnés dans le sens où du coup, ils n'auront Dieu et d'amour que, peut-être pas forcément Dieu d'amour, mais le désir ne sera que comblé que par leur femme. Voilà, et la femme aussi, hein, après en fonction de l'espèce, des intrigues quand même, ne pourra être comblée que par son du coup mari Séminus. Alors les enceintes de Séminus, il n'y a aussi que les mâles qui existent, il n'y a pas de femelles. Voilà. Et du coup, on lui amène à un moment donné quelqu'un un peu bizarre, et en fait, bah, une humaine plutôt, et en fait, on lui amène Tayla, qu'elle doit soigner. Mais en fait, surtout quand on essaie de la soigner, et de nous, on se rend compte qu'il y a une masse chelou. Et c'est un tome qui commence très fort parce que, comparé à Guild quand même, je crois que ça fait quasiment crac-crac à partir du deuxième tome. C'est assez olé olé. Mais bon, c'est expliqué parce que en fait, les Séminus ont des pouvoirs liés à tout ce qui va être la séduction, mais ils peuvent indirectement, pas contourner ça, mais l'utiliser à leur manière pour pouvoir tout simplement soigner. Donc par exemple, il y a trois frères, Wraith, Shade et Edelon. Donc je vous ai fait du cadet à l'aîné, même s'il y en a eu plein d'autres, mais bon, ça c'est encore un autre, c'est dans le lore quoi. Du coup, vrai que ça a plus le pouvoir un petit peu de rentrer dans la psyché de la personne et lui faire voir des images, donc ressentir des sensations, ce genre de choses. Donc ça peut être utile par exemple pour si la personne souffre ou quoi que ce soit, lui faire croire qu'elle est, je dis n'importe quoi, mais genre sur la plage et pas en train de se faire opérer. Shade a du coup plus en ce qui concerne l'état vital. Alors lui, ça va plus lui servir pour tout ce qui va être ovulation, si je me trompe pas. Donc là-bas, c'est l'ovulation, mais du coup, il l'utilise pour techniquement les signes vitaux. Et j'ai un trou de mémoire pour Eidolon. C'est incroyable. Euh, je sais plus pour Eidolon, mais c'est aussi un. Je sais plus si techniquement. Alors, je sais plus si c'est. Il y en a. Alors, je sais plus comment c'est les pouvoirs, mais s'il y en a un, techniquement, il stimule les cellules, ce qui fait que ça se soigne plus vite. Et donc, ça fait l'ovulation. C'est pour autre chose. Mais techniquement, à la base, il y a toujours une base pour le sexe et ensuite une base qui va devenir pour la médecine. Et je vous avoue que là, j'ai un gros trou de mémoire.
C'est incroyable, ça m'arrive à chaque fois. J'ai beau lire un livre, même à chaud, je peux vous oublier des trucs, c'est incroyable. Bref. Bon, donc du coup, il la soigne et tout, mais vrai, il se fait un truc qui fait que ça excite les deux. Et quand il essaye de faire crac-crac, elle n'arrive pas à jouer. Comme elle n'arrive pas à avoir d'orgasme, du coup, lui, il n'arrive pas à en avoir parce qu'il peut, voilà, c'est la race qui est comme ça. Et du coup, en fait, lui, il va être du coup intrigué par pourquoi elle est comme ça. Du coup, c'est comme la très grande ligne narrative de lui qui, du coup, commence petit à petit bien à s'intéresser à elle, de pourquoi elle est comme ça, la masse noire, qu'est-ce qui fait que, et du coup aussi à ben, force à finir par l'aimer. Elle qui du coup est une tueuse de démons veut le buter, mais bon, elle le fait pas forcément parce qu'elle est quand même attirée vu que c'est une homosexuelle. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est pas en mode ouais, il est beau, machin chose, des tablettes de chocolat et tout, et puis elle tombe facilement. Et elle a toujours son côté c'est un démon, même s'il est beau, quoi que ce soit, et du coup, ce qui fait qu'elle ne tombe pas facilement. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup chez Taya, c'est que c'est une combattante, et quand elle combat vraiment. Elle est quand même assez intelligente et perspicace, ça j'aime beaucoup. Et elle ne tombe pas non plus dès le début dans les mains de Edelon. Bon, j'ai dit dès le début, mais c'est très particulier quand même au tout début parce que c'est à cause de Vrace. Elle pense être dans un rêve en fait. Elle fait crac-crac en pensant être dans un rêve. Quand elle se rend compte que c'est pas un rêve, elle est pas très contente. Donc voilà. Et du coup, voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. Et du coup, tout le long, ça va être aussi une quête de recherche de la vérité. Parce que est-ce qu'on lui ment, est-ce qu'on lui ment pas, sur ses origines aussi. Parce que du coup, cette masse noire, en fait, c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ça commence en fait à attaquer son corps. Elle a commencé à tomber dans les pommes pendant qu'elle était en train de battre un Cruentus, qui est un démon avec des lames à la place des doigts, mais enfin, et qui veut tout tuer. Même d'autres démons détestent ce démon-là. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est pas genre tout le monde est dans une coalition, mode démon contre humain, c'est non, c'est juste t'as des espèces de démons, t'as une espèce d'humain, mais les démons se détestent un peu entre eux, il y en a certains qui sont plus ou moins gentils que d'autres. Donc du coup, voilà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ben, la romance, elle est pas super beurre non plus, mais elle met pas, c'est pas du tout de suite, ça met comme du temps tout le long du tome, ce que j'aime bien jusqu'à la fin. Aussi l'évolution de la pensée de les démons sont pas forcément tous méchants en fait, t'as des petites boules toutes gentilles, ce genre de choses. Il y a du coup aussi d'autres personnages qu'on va découvrir. Alors, je m'en suis rendu compte en regardant les livres, dans le tome 1, on a quelques autres points de vue de d'autres personnages, on apprend quand même leur intérêt, c'est des personnages que je dirais secondaires. Dans le sens où, dans les tomes principaux, c'est beaucoup les démons Séminus qui sont mis en avant, c'est un peu eux qui ont le point de vue principal. Mais ça arrive qu'à d'autres points de vue, c'est d'autres personnages qui sont un petit peu plus secondaires, où on a moins leur très grande ligne directrice, ou voir leur tome. En fait, on suit leur histoire d'amour. Par exemple, ce qui s'appelle J'aime, on va la voir son histoire d'amour tout le long au fil des tomes. Il n'y a pas un tome pour elle. Donc voilà, c'est pour ça que j'appelle ça un peu des personnages secondaires. Mais du coup, on a un petit peu ces points de vue, et c'est tout au début assez petit, dans le sens où il n'y en a pas beaucoup. Tandis que dans le tome 2, même par la suite, dans les autres tomes, il y a quasiment limite le point de vue de jusqu'à peut-être 6 personnages. Tandis que dans le premier tome, on a peut-être 4 personnages à tout péter. Ou des fois, c'est juste pour l'intrigue et puis on n'y revient jamais dessus, donc bon. Mais voilà, donc du coup, c'est vraiment un très bon tome quand même. Il n'est pas non plus parfait. Je sens que plus on va lire, plus en fait la plume de l'autrice, tout simplement. Je sais pas ce que j'ai, je perds mon souffle, c'est incroyable. Mais voilà, la plume de l'autrice, je trouve que vraiment, elle s'améliore avec le temps. Aussi bien son univers que bah, voilà, l'écriture. Ça, voilà, c'est un premier tome, il n'est pas parfait, même si moi, j'ai causé comme ça comme un coup de cœur. Mais je trouve qu'il est bien, il est assez suffisant pour essayer de mettre dans l'univers sans trop être noyé d'informations. En plus, ce que j'aime bien, c'est ce qui m'a fait aimer aussi un peu le principe, c'est qu'il y a un glossaire dès le début. Donc s'il y a un truc qu'on comprend pas, on peut revenir tout au début et lire. Et c'est ce que je préfère parce que enfin, quand on n'a pas beaucoup de pages, c'est plus agréable que aller d'être tout à la fin chercher 15 millions de pages. Donc voilà. Du coup, bon, c'est vraiment un des premiers livres qui n'a pas non plus mis le Billy ou la romance paranormale, voilà, ça n'a pas fait les bases, mais je trouve que il est très très bien, j'aime beaucoup. Donc ça n'a pas trop mal vieilli en vrai en plus. Donc je le conseille à toutes les personnes qui veulent lire une romance paranormale extrêmement spicy. Bon après c'est pas non plus le Kama Sutra ce genre de choses, mais ça reste des démons techniquement sexuels. Donc voilà, il y a quand même énormément de scènes de X quoi.
Donc voilà. Mais voilà, du coup, ça a vraiment une place dans mon cœur. Je suis contente d'avoir relu depuis le temps que je voulais les relire. Je vous avoue que maintenant, il faut que je m'y remette et que je continue. On va rester dans les couvertures rouges. Je vous avoue que c'est pas fait exprès du tout. Je vais vous parler donc du tome 3 de Cruel Garçon Perdu, donc There vs Darling, de Nicky Synchro, donc chez Roncière Édition. Et, comment dire, ce livre est franchement beaucoup mieux quand même que le tome 2. Déjà, je suis très contente de moi, entre guillemets, et surprise parce que c'est la première fois que j'arrive à suivre et être à jour sur une série qui est en plus récente. Voilà, donc le premier je crois qu'il est sorti en début d'année, le tome 2 quelques 2-3 mois peut-être après. Celui-là, il est sorti peut-être 1 ou 2 mois tout pété et le 4 va sortir cette année. Je sais plus si c'est à la rentrée littéraire en septembre ou en octobre. Bref, quoi qu'il en soit, donc le dernier tome va bientôt paraître. Je suis contente, je pourrai l'acheter et le lire. Et j'espère aussi qu'il y aura un spin-off, parce que quand on regarde, donc souvent je regarde sur Booknode, on voit qu'il y a un spin-off qui est inspiré de 2 personnages. Inspiré. Il y a donc 2 personnages, un qu'on voit apparaître dans le tome 2 qui est le Capitaine Crochet, ou plus Crochet, et un qui est dans le tome 3 qui est tout simplement le Crocodile. Alors ce tome déjà est vraiment, vraiment mieux que le deuxième. Pourquoi le deuxième? Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais reproché le fait qu'en fait, beaucoup, beaucoup de sexe. Et très, très peu d'histoires. Ou s'il y avait des histoires, c'est plus des petites informations à droite, à gauche données comme ça. Et c'est plus au début parce que ben, on reprend littéralement à partir du tome 1, donc il y a des informations. Et ben, après avoir donné des coups d'aubergine, hein, il faut bien que ça continue d'avancer, surtout avec les petites effusions d'informations, et à la fin ça a avancé. Donc là on reprend littéralement aussi à la fin du tome 3, pardon, à la fin du tome 2. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que on reprend certes, mais ça avance. Il y a quand même des scènes d'aubergine, mais j'ai dû en décompter que 2 sur tout ce qu'il y a, et c'est beaucoup, beaucoup. Bon, ça reste très très spicy, je vais pas vous le cacher, hein, de toute façon, c'est vraiment très spicy. Il faut vraiment accepter le fait
que ça peut déranger des gens, mais que c'est une femme très libérée qui adore le sexe, qui adore le sexe du coup avec, je sais pas avec 4 hommes, mais vu qu'il y a 4 hommes, elle considère que c'est les siens. Eux considèrent que Daryl leur appartient, voilà, tous ensemble. Euh, il faut accepter vraiment le fait que bah du coup il y a un échange de comment dire ça, il y a alors pas un échange, mais il faut accepter voilà le fait que c'est très libéré, que c'est très sexuel, voilà, aussi que c'est très aussi comment dire ça, des choses peut-être que vous ferez pas forcément, voilà, des choses qui peuvent considérer comme tabou pour certaines personnes. Bref, voilà, c'est très très libéré et ça peut déranger certains ou certaines, bien évidemment. Et là, je trouve qu'il y a peut-être 2 scènes à tout péter, franchement, que je trouve déjà pas mieux écrites. Ça reste toujours bien écrit, c'est agréable à lire et à poursuivre. Et surtout que, en dehors de ces 2 scènes, c'est pas comme le premier où genre elle fait une allusion et hop, vite il y a ça. Elle fait une allusion à quelqu'un d'autre, hop, vite il y a ça. Elle fait là moins d'allusions parce qu'on sent aussi que la situation est beaucoup, beaucoup plus urgente, alarmante. Tout simplement parce que, donc, si vous les écoutez, c'est que vous êtes spoilé. Je suis désolée, je ne peux pas parler de suite de tomes sans spoiler les premiers. Autant le tome 1, je peux essayer de faire en sorte de pas spoiler les tomes 2, ça devient compliqué. Par contre, tome 3, bah, comme ce genre de choses, bah voilà, donc je vais spoiler. Du coup, en fait, notre chérie a enfermé, donc chérie qui est du coup la sœur de Crochet dans cet univers, a enfermé euh, donc Winnie. Je sais plus si c'est non, c'est Winnie. Non, c'est Winnie, c'est Winnie qui a enfermé donc Winnie dans sa chambre en faisant croire qu'elle avait un oiseau et en fait c'était l'ombre de la mort parce qu'il y a un système d'ombre de donc l'ombre de Peter qui est plus l'ombre de vie et l'ombre de la mort. Il y en a chacune comme ça sur les îles. Vu que c'est le pays imaginaire, c'est une île, il y a d'autres. Voilà, on apprend ça vraiment au fur et à mesure de ce tome. Et en fait, on apprend que l'ombre de la mort a, comment qu'ils disent, a, ah, je trouve pas mes mots. Pas à conquérir, mais à redemander, recommander. Je sais plus comment qu'ils disent, mais l'a reconnu et a dit toi je te veux. Et soi-disant Winnie aurait dit moi aussi je te veux. J'ai pas le terme là, je ne sais plus comment dire. Tant pis, bref. Et donc du coup ce qui fait qu'en fait on comprend très vite nous, mais que du coup c'est Winnie qui a l'ombre de la mort. Les garçons ne le savent pas au tout début, ils finissent par s'en rendre compte. Et du coup, ils sont très, très inquiets. Et c'est un peu un truc que je comprends pas. On comprend que l'ombre de la mort est dans quelque chose de très sombre. On le voit bien que même des personnages qu'on rencontre, bah, elle va finir par les buter. Et on se dit, waouh, calme-toi, alors qu'elle a jamais été comme ça. On voit qu'elle ne maîtrise pas l'ombre de la mort, que c'est limite l'ombre qui vient et qui prend le dessus sur elle. Et le seul problème que j'ai, c'est que si il la considère comme dangereuse, pourquoi l'ombre a dit ok, je te. J'ai pas le nom, hein, je te. Pas réquisitionne, mais voilà, je t'ai choisi. Du coup, je ne comprends pas comment ça fonctionne, même si en fait, justement, c'est un peu une facilité scénaristique. C'est ben, on ne sait pas comment que ça fonctionne. Voilà, tout simplement. C'est en mode, les ombres, elles ont des pouvoirs, on les comprend pas, elles font un peu ce qu'elles veulent. Comme le fait qu'elles peuvent se scinder en deux. Voilà, et du coup, déjà même là, on est en mode, d'accord, pourquoi elles elles se scindent en deux? L'ombre de Peter ne s'est jamais scindée en deux. Et comme du coup, il y a un flou là-dessus, c'est en mode, bah voilà. Et donc, du coup, ils ont très peur, c'est que bah, l'ombre, en fait, finit tout simplement par tuer petit à petit Winnie. Donc voilà, du coup on comprend comme qu'elle est très fragile, elle tombe souvent dans les pommes, on sait pas pourquoi. Après ça serait plus dû à de la malnutrition et elle comprend déjà dans les premiers tomes qu'elle est hyper fine, un peu la peau sur les os. Et quand elle arrive, elle est plus en train de manger des desserts. Après il faut aussi se dire que ça se passe sur à peine 2 semaines à tout péter, franchement, ça se passe quand même très vite tout ça. Et même peut-être justement un peu trop vite au moment où t'as vraiment les actions qui arrivent. Ça reste quand même bien écrit, mais peut-être à cause d'Iron Flame, je ne sais pas, mais je trouve que ça se passe très très vite des fois. En mode, ben, il y a ça, vu que c'est pas non plus extrêmement décrit en ce qui concerne les batailles, quoi que ce soit, après des fois c'est pas forcément nécessaire, bah ça se passe donc au vite. Mais bon, je trouve quand même que au vu du niveau de ce que ben, du niveau dans le sens, c'est pas un livre qui est fait pour nous décrire des scènes de bataille, c'est un livre voilà pour nous décrire un monde de fantasy, des scènes de sexe, pour moi c'est ça. Le fait que voilà, il y a des enjeux, ce genre de choses. Donc le fait qu'il n'y a pas de description exactement du mouvement d'une arme ou quoi que ce soit, bon, voilà.
Donc bon, donc c'est déjà un aspect, voilà, et ça se passe vite. Il y a quelques moments où du coup c'est plus vers la fin, mais je trouve que c'est quand même beaucoup mieux parce qu'avant, dans le 2 peut-être dans le 3 c'était en mode, bah on arrive, on attend, on arrive au moment et ça se passe en à peine, même pas 50 pages. Là, vers la fin, on a quand même une bonne moitié du livre où du coup c'est sur beaucoup d'intrigues, beaucoup plus de batailles. Franchement, je le trouve vraiment mieux. Après, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, c'est pas genre, ouais, il remonte dans mon estime, ça reste comme un 3, 3,5 parce que c'est tout simplement mieux, parce qu'on a enfin plus de lore en ce qui concerne le pays imaginaire et même tout simplement le monde de fantasy auquel on évolue. On voit un petit peu plus de gens que le même groupe. On découvre du coup le crocodile qui est le frère de Van. Et franchement, on apprend aussi un peu plus sur ce qu'est le crocodile et donc Van indirectement. On voit d'autres personnages des pays, donc le pays des ténèbres qui arrivent. On comprend aussi que le lore là-bas, bah, au terme d'ombre, bah, ça ressemble du coup au pays imaginaire, mais que bien évidemment c'est pas genre copier-coller. Ou bah par exemple là-bas, le pays de la vie, l'ombre de la vie, fait des années qu'ils l'ont paumé, ils savent pas, ils vont pas le chercher. Mais du coup, l'ombre de la mort, ça par contre, ils savent où aller, ils sont normalement censés la voir. Bon là, ils l'ont pas, ils vont la chercher, donc voilà. Et voilà, et même pour Crochet, parce que du coup on apprend déjà dans le tome 2 et justement c'est ce qui faisait peur à Peter Pan, que Crocodile pourrait se retourner entre guillemets contre lui ou chercher à le tuer. Du coup, ici on apprend qu'en fait, quelque chose d'hyper important, et même si je suis un peu troublée par rapport à ça, c'est qu'en fait, Wendy, on apprend dans le tome 2 que Wendy n'est pas morte, elle n'a jamais retourné en fait au pays des hommes, des mortels, et en fait on comprend qu'elle est encore là, mais dans un autre coin de ce monde de fantasy, elle est piégée, elle est bloquée et encore en vie. Et on comprend qu'elle a eu une histoire avec le crocodile et Crochet. Et on a un plot juste assez intéressant, mais je trouve qui, au final, tombe à l'eau. Donc je vais le spoiler si vous voulez pas avancer peut-être d'ici 2 3 minutes, mais en fait, on apprend que elle était enceinte. Alors quand elle arrive, donc Wendy, quand elle arrivait dans le monde, elle n'était pas enceinte, et au moment où elle est censée repartir, elle était enceinte. On comprend qu'elle a une aventure avec le crocodile, donc Rock, mais qu'en fait ce bébé serait de Crochet, parce qu'à un moment donné Crochet l'a kidnappé. Est-ce qu'ils ont... Je pense qu'ils ont fait crac-crac de manière délibérée, bien évidemment, mais on comprend donc que du coup toute la lignée qui s'en est suivie, et donc Winnie fait une partie de la lignée de Crochet. Donc on nous annonce ça comme d'une manière en mode ouais c'est important et tout, et au moment où Crochet finit par l'apprendre, donc super tard à la fin, donc il part chercher Wendy, et du coup, le crocodile, à ce moment-là, il a, comme c'est le dévore d'hommes, il a passé en mode dévore d'hommes, et donc du coup, on comprend qu'il est dans le coma ou dans un genre de grosse sieste de 5 jours. Et c'est ce qui, pour moi, va justement lancer le spin-off, parce que du coup, Crochet doit se barrer. Et je pense, je n'ai pas encore le tome 4, mais qu'on le verra sûrement plus après, le crocodile aussi. Et tout simplement, il se met à partir pour aller chercher Wendy, comme si pendant ces années, mais on ne sait pas comment le temps s'écoule et le temps qui s'écoule exactement, il va chercher donc Wendy. Et il part parce que tout simplement, il sait que le crocodile va aller chercher Wendy aussi, et on a l'impression qu'ils ont encore des sentiments. Et ici, je suis un petit peu surprise parce il est pas en mode ouais, c'est ma lignée, voilà. Un peu. Donc du coup, je trouve que ça tombe un peu à l'eau là, le ouais, c'est une lignée de crochet, fallait que je fasse ça. Et d'un autre, je suis en mode, je peux le comprendre tout simplement parce que ben c'est il n'a pas connu ce bébé, il n'a pas connu le bébé, il n'a pas connu cette information. Donc pour lui, ouais, je pense que là, donc, pour moi, ça serait que Winnie tout simplement est étranger à lui. Ok, ça serait sa descendance, mais c'est une descendance sur des arrière petites filles, ce genre de choses, et il n'y a pas de point d'attache ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours compliqué, c'est bien être de lien de sang, mais quand les liens du cœur ne se sont pas faits, les liens du sang pour moi d'abord ne veulent rien dire. Ce sera toujours le lien du cœur qui fait que. Et donc du coup je peux comprendre aussi indirectement, c'est juste que l'information paraît grosse, surtout un peu de la manière dont mon donné Smith l'informe, mais que derrière c'est en mode ouais on s'en fout, du coup c'est surprenant. Et finalement Crochet part pour aller voir Wendy. Donc c'est ce qui va pour moi morcer le fait que ben techniquement si pour la série principale il part et puis voilà, et qu'on veut quand même le fin mot de l'histoire avec ses personnages, donc tout le fait qu'il y aura le spin-off. Et voilà, donc du coup j'étais très surprise que c'est en mode ben je sais pas, au niveau de la descendance sans rien. Après, en même temps, les personnages principaux, c'est plus Wendy, du coup, Crochet, et le Roc, donc Crocodile. Je peux comprendre que du coup,
c'est plus Wendy qui va chercher, pas la descendance ou quoi que ce soit. Mais en vrai, sur le moment, moi, ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit, ouais, bah, c'est comme une information importante, il faut que, du coup, il fasse quelque chose. Est-ce que ça va changer sa version, sa vision avec Winnie, ce qui était de vouloir la protéger, donc ça va changer au niveau de l'histoire. Et au final, non, parce que c'est vraiment pas Winnie qui est ici. On se dit, ouais, c'est un peu elle, pas l'héroïne, mais on se dit, elle vient d'arriver, elle est d'un autre monde. On se rend compte quand même, ici, c'est plus le groupe, où, et surtout Peter, ils veulent vraiment la mort de Peter, ou ce genre de choses, où chacun, après, a quand même aussi un peu pas un peu, mais a un peu son plan, ses envies, ce genre de choses. Comme par exemple le crocodile, on nous le vend vraiment en mode, ouais, on dirait qu'en fait c'est vraiment un personnage genre noir méchant, c'est un peu le méchant et tout. Et en fait non, il le dit bien lui-même, même tout au début carrément à au prologue, que en fait c'est un connard, mais c'est un connard qui sait ce qu'il veut. En fait il est connard avec les gens quand il faut être connard parce que comme il veut quelque chose, et ben il va pas, il aura pas d'état d'âme à utiliser quelqu'un, à faire quoi que ce soit, et on pourra voir ce qu'il veut à la fin. Donc voilà. Et du coup, ce qui fait que ça rend un personnage, il est pas moraligré, c'est juste que c'est un personnage qu'on finit quand même par apprécier parce que on. Un petit peu quand même, pas non plus en mode on l'adore, hein. Ça reste quand même un personnage où ben, il fait des choses qui sont moralement répréhensibles, mais que derrière il les fait parce que il veut atteindre son but. Donc bon, c'est vraiment en mode prendre vraiment un chemin un peu pas assez tortueux et pas forcément plutôt sombre pour pouvoir y arriver. Voilà, donc du coup c'est un tome qui est quand même beaucoup mieux, les relations entre les personnages sont toujours, comment dire ça, s'en mêlent toujours un peu plus, ils sont toujours plus étroitement liés, même les liens se consolident, même si je trouve que dans ce tome, comparé au tome 2, les frères sont un peu plus en arrière, autant dans le tome 2, bah, vu qu'il y avait la reine Faye qui est leur sœur, du coup ils essayaient de lui dire d'arrêter ce genre de choses, là ils sont je trouve beaucoup plus en retrait, c'est beaucoup plus, on va dire, ben ouais, le crocodile, ben Winnie toujours autant. Peter, même si Peter aussi est un petit peu en retrait. Mais du coup, je trouve que c'est bien parce qu'on a beaucoup plus d'informations, même si The Dark One, qui était le ténébreux, était censé être plus tourné par rapport pour moi sur Vayne. Il est concentré, mais pas assez. On comprend juste qu'au niveau de son nombre, mais voilà, comme je dis, il manquait tellement trop d'informations dans ce livre. Du coup, nous avons aussi sur Rogue beaucoup plus d'informations. Crochet aussi. De toute façon, c'est par rapport à l'information sur Wendy. Et voilà, donc du coup je trouve que ce livre, franchement, donne beaucoup plus d'informations et beaucoup plus agréable. On a beaucoup plus donc d'informations sur le lore, l'univers, le lore entre les personnages bien évidemment, euh, et le reste toujours aussi agréable en ce qui concerne les scènes. Après, c'est pas non plus, comme j'ai dit, un truc de ouf, c'est genre, il est techniquement, je dirais presque égal au 1, où le 1, je trouve, toujours dans les premiers tomes, il y a toujours l'effet de nouveauté, le fait de découverte, et donc du coup, il y a toujours un statut un peu spécial. Le 2, je le mets vraiment en dessous, et donc du coup, le 3 est un peu pour moi égal au 1, parce que on se recentre un peu plus sur l'intrigue, et donc sur les personnages, on a du coup, ça se passe plus de choses, les scènes de sexe sont là, mais je peux pas dire que ça va vite, ça reste très intéressant, très machin, mais elles sont pas en mode à faire des pages et des pages pour dire ça, parce que voilà, je veux pas dire qu'il l'enchaîne, mais c'est mieux fait, je trouve, et du coup, c'est moins éparpillé. Donc, du coup, là, ça serait peut-être un 3,5, mais ça restera un 3. Et franchement, je pense que toute cette série sera 3. Dans le sens, c'est une bonne série qui peut éventuellement. Une bonne série. C'est une série qui peut éventuellement divertir. Mais après, est-ce que, genre, voilà, j'aurais voulu. J'ai envie de les garder dans ma bibliothèque? Je pense que non. Il y a peut-être de fortes chances qu'une fois le tome 4 acheté et lu, et peut-être le spin-off, je revendrai. Ou peut-être que je garderai, mais c'est pas une série peut-être que je relirai tout de suite, ou même des années plus tard. Tout simplement parce que je connais les plot twists, mais j'ai pas ce petit sentiment que je pourrais avoir en relisant Force Wing, où ben, je me dis, ouais, c'est vraiment très intéressant, je m'y suis attachée, il y a quelque chose. Donc tout simplement, voilà, donc ça reste quand même pour public averti, hein, c'est toujours bien spécifié. Et donc du coup, ce qui fait que je suis à jour dans cette série, voilà, donc je suis pas mécontente, je suis à jour, je l'ai lu, et surtout que, voilà, c'était pas trop mal. Donc je sais pas si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. En tout cas, je vais mettre fin à cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me suivre comme d'habitude sur Instagram, à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu.
Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusque là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.